Assaoré Konanjak est le nouveau directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, nomination entérinée par le Conseil des ministres ce mercredi. Le Conseil a aussi salué les résultats du CEPE en nette hausse par rapport à 2015. Le Parlement ivoirien a adopté ce matin 8 projets de loi. Adoption suite à des travaux en commission concernant les affaires extérieures d'une part et économiques et financières d'autre part. On fera le point de ces projets de loi dans ce journal. Et puis à l'étranger, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé aujourd'hui l'envoi de 2500 casques bleus supplémentaires pour assurer le maintien de la paix au Mali, pays touché récemment par une série d'attaques de groupes terroristes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Assaoré Konanjak est le nouveau directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Information donnée au terme du Conseil des ministres ce mercredi. L'homme occupait jusqu'à ce jour le poste de directeur général adjoint du Trésor. Il est arrivé en tête à l'issue d'un appel à candidature publique conduit par un cabinet international qui a vu 39 dossiers de candidature réceptionnés. Le Conseil a en outre salué les résultats du CEPE en hausse par rapport à 2015. Aussi, le gouvernement a félicité les athlètes ivoiriens qui se sont bien illustrés lors du championnat d'athlétisme en Afrique du Sud. On fait le point avec Awa Touré. 83,3% de réussite à l'examen du CEPE pour cette année 2016. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 27 juin sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a félicité la bonne tenue de ce premier examen à grand tirage de l'année 2016. Le Conseil a adressé ses félicitations à la direction régionale de Diokoué, qui enregistre le taux de réussite le plus élevé, 93,3%. Le Conseil s'est également réjoui de la bonne organisation de cet examen, qui a bénéficié de la mobilisation de nos partenaires au développement, mais qui dénote également d'une bonne utilisation des technologies de l'information et de la communication. La participation de la Banque africaine de développement à plusieurs projets de développement en Côte d'Ivoire, dont la construction du 4e pont d'Abidjan qui va relier Yopougon au plateau, a été examinée au cours des assemblées annuelles de la BAD, tenues du 23 au 27 mai dernier à Lusaka, en Zambie. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 27 juin a examiné à son tour les décisions prises à Lusaka. Durant ces assises, le portefeuille des projets avec le groupe Labad a été revu. Il convient d'indiquer que 2 d'entre eux ont été redimensionnés. Il s'agit premièrement du projet de pôle agro-industriel du Bélier, qui était initialement de 30 millions d'unités de compte, soit 24,9 milliards de francs CFA, qui a été redimensionné à 80 millions d'unités de compte, soit 66,4 milliards de francs CFA. Et le deuxième projet, c'est celui du pont Yopougon-Plateau, qui est prévu avec un prêt BAD complémentaire de 200 millions d'unités de compte, soit 166 milliards de francs CFA. Foison de médailles des athlètes ivoiriens au récent championnat d'Afrique d'athlétisme à Durban en Afrique du Sud, le Conseil des ministres a salué cette belle performance qui fait honneur à la Côte d'Ivoire tout entière. À l'issue de cette compétition qui a réuni les meilleurs athlètes africains, les athlètes ivoiriens ont dominé les épreuves du sprint, à savoir le 100 mètres, le 200 mètres et le 4 x 100 mètres, en totalisant 6 médailles, dont 3 en or, 1 en argent et 2 en bronze. L'athlète Muriel Aouré, médaille d'or, détient désormais le record d'Afrique de 100 mètres, ainsi que la meilleure performance mondiale de l'année 2016. Je pense qu'il est bon de le relever. Le sprinter Meïté Ben Youssef, médaillé d'or, a établi un nouveau record de Côte d'Ivoire du 100 mètres et est le premier athlète ivoirien à avoir réalisé une performance sur cette distance en dessous des 10 secondes. C'est là aussi très remarquable. Le Conseil s'est réjoui de ces performances, adresse ses vives félicitations aux athlètes concernés ainsi qu'à l'encadrement technique. Ces performances font penser que la Côte d'Ivoire a de réelles chances de médaille au cours des prochains Jeux olympiques de Rio. Le sujet qui fait l'actualité, c'est incontestablement le Brexit, le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Quel impact du Brexit sur la Côte d'Ivoire?
Si la question ne figurait pas à l'ordre du jour du Conseil, le porte-parole du gouvernement a tout de même donné réponse à la presse. Nous avons d'excellentes relations avec l'Union européenne. Ces relations ne seront pas perturbées, pas du tout, par cette sortie. Et évidemment, les relations entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne vont être redéfinies de façon bilatérale, puisque jusqu'à présent, cela se faisait dans le cadre multilatéral de l'Union européenne. Bon, donc je ne peux pas en dire plus, puisque ce processus est à son début seulement. Nous prenons acte et nous nous organisons pour avoir les meilleurs rapports, les meilleures relations avec à la fois l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Par ailleurs, le Conseil a été informé du processus de sélection du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique à la suite d'un appel à candidature publique conduit par un cabinet international. Sur 39 dossiers de candidature, M. Assaoré Conan Jacques, actuel directeur général adjoint, a été désigné au poste de directeur général. C'était un compte-rendu de Viviane Haïma. Le gouvernement veut aussi absorber le chômage. Pour y arriver, une politique de proximité est déployée. Hier mardi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a inauguré l'agence emploi jeunes de Treichville. Le bâtiment est destiné à accueillir les demandeurs d'emploi et les entreprises de recrutement. La nouvelle agence couvre les communes de Treichville, Marcory, Komassi et Port-Boué. Gabriel Zani. Ce bâtiment de type R+1 devient un espace d'opportunité pour les jeunes demandeurs d'emploi et les entreprises pourvoyeuses d'emploi. Il est l'agence emploi jeunes de Treichville. Ce mardi 28 juin, il a été inauguré par le Premier ministre, un dispositif de proximité mis en place par le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Pour faire face aux nombreuses requêtes et être efficace face aux différents enjeux de promotion de l'emploi des jeunes, il convient de densifier le réseau afin de renforcer les partenariats opérationnels locaux, gage de la mise en œuvre efficiente de la politique de l'emploi jeune. Nous avons donc ouvert à Séguéla et une autre à Aboisseau, avec l'appui des conseils régionaux du Worodougou et du Sud Komoué. Les agences emploi jeunes n'offrent pas seulement du travail, elles font de la formation et de l'accompagnement professionnel des jeunes. Les structures publiques, le secteur privé, les conseils régionaux, les organismes nationaux et internationaux au développement sont les partenaires de ce programme d'insertion professionnelle des jeunes interpellés par le Premier ministre. Ce magnifique édifice qui se dresse devant vous va abriter les nouveaux locaux de l'agence emploi jeunes de Treichville. C'est votre maison. Je vous invite donc à fréquenter ces agences régulièrement, à venir vous informer, vous former, saisir les nombreuses opportunités qui vous seront offertes. Chers jeunes, ces locaux construits pour vous sont une fois de plus la traduction de l'engagement de tout le gouvernement, avec à sa tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à faire de la jeunesse de Côte d'Ivoire le fer de lance de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Vous êtes, et vous le savez, l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'agence emploi jeunes a 12 divisions régionales et 3 antennes. Ainsi, le déploiement des agences sur le territoire montre la volonté du gouvernement de résoudre la question du chômage. L'agence de Treichville couvre toute la région du Sud Komoué, notamment Makori, Koumassi, Grand-Bassam, Aboisseau et Noé. Dans l'actualité parlementaire, les députés ivoiriens ont adopté ce matin 8 projets de loi. Adoption suite à des travaux en commission concernant les affaires extérieures d'une part et économiques et financières d'autre part. On fait le point avec Landry Ponou. Mesdames et messieurs les députés, je mets aux voix l'ensemble du texte. Quels sont les députés qui sont pour l'adoption? Quels sont ceux qui sont contre? Mesdames et messieurs les députés, à l'issue du vote, le projet de loi est adopté à l'unanimité. Il aura fallu moins de 2 heures d'horloge de travaux aux 203 députés présents sur les 250 siégeants pour adopter à l'unanimité les 8 projets de loi qui leur ont été soumis ce jour, à l'occasion de leur première session ordinaire 2016. Un projet examiné et présenté par la Commission des Relations extérieures relatif à la Convention de Tokyo de 1963 et signé le 4 avril 2014 à Montréal, au Canada. Le projet de loi autorisant le président de la République
à ratifier le protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs. Cette adoption à main levée a été précédée de 7 autres suite à un exposé de la Commission des affaires économiques et financières. Ces 7 projets de loi visaient entre autres la nécessité pour l'État de redynamiser les petites et moyennes entreprises, l'amélioration de l'environnement des affaires pour le rendre plus attractif, la fixation de volumes de production de cacao exonérés d'impôts, la consolidation des dispositions fiscales existantes ou encore la compétitivité de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par la suppression de certaines taxes. Autre sujet abordé qui semble tenir à cœur aux membres de l'hémicycle, le rang protocolaire des députés. Les élus de la nation se trouvent en effet à la 48e place, après les directeurs centraux et certaines autorités militaires. Un classement que les députés jugent inadmissible et qu'ils ont donc soumis au ministère des Affaires étrangères pour réparation. C'est le retour au bercail pour 35 Ivoiriens qui étaient réfugiés en Guinée-Conakry. Ils avaient fui les affres de la crise post-électorale ivoirienne. Aujourd'hui, la quiétude est de retour. Eux aussi, ils ont été accueillis à leur arrivée par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes de guerre. Le compte-rendu d'Herman Guivet. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est 19h quand l'avion transportant 35 réfugiés ivoiriens en provenance de Guinée-Conakry se pose sur le tarmac. Pour les accueillir, le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Koné Mariatou, venu souhaiter la bienvenue à ses frères et sœurs qui avaient choisi le chemin de l'exil. La joie est de constater que beaucoup d'Ivoiriens sont rentrés et ceux qui sont encore à l'extérieur ont saisi la main tendue du président de la République. Vous constatez avec moi que le retour est effectif et progressivement, on n'aura plus de réfugiés à l'extérieur. Aujourd'hui, ils ont répondu à l'appel du président de la République. Ils rentrent chez eux, les enfants vont grandir dans leur pays, ils vont partir à l'école dans leur pays et puis leur avenir est tout tracé. Ces Ivoiriens qui, pendant quelques années, ont connu les difficiles réalités de l'exil, sont heureux de rentrer au bercail. Remercie le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour sa main tendue à tous les Ivoiriens encore en exil. Je suis très heureux de rentrer dans mon pays aujourd'hui. Je remercie la nation ivoirienne. Je remercie aussi le peuple guinéen qui nous a accueillis à bras ouverts et que la paix soit toujours en Côte d'Ivoire. Un retour organisé par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, en collaboration avec le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Nous espérons que cette première va augurer d'un retour massif de près de 7000 réfugiés qui sont encore sur le sol guinéen. Nous estimons aujourd'hui que la paix est retrouvée en Côte d'Ivoire et nous appelons les réfugiés qui sont encore dans les pays d'asile à retrouver le chemin du pays. C'est une nouvelle vie qui commence pour le petit Maury et sa famille, une famille heureuse de retrouver la terre natale, la Côte d'Ivoire. Entre autres facteurs, ce retour des réfugiés ivoiriens vient renforcer les besoins en logement dans la capitale économique ivoirienne, des besoins très importants qui font l'objet de réflexions d'ailleurs en ce moment au plateau à la faveur de la première édition du Forum international du logement social, économique et de standing ouvert hier. Au deuxième jour du rendez-vous, l'accent est mis sur le coût des matériaux de construction. Herman Niamia. Ce jeune est en pleine démonstration des décorations intérieures d'une maison. Nous sommes là ici dans le procédé d'application d'un stuc en 3 passes. Donc la première passe consiste donc à appliquer le produit en déposant le maximum possible. La seconde, on met un peu moins en tirant dessus. Et la troisième passe consiste à mettre une cire nacrée. Ce produit vient d'un fournisseur de la place. Là-dessus qui donne le côté nacré, alliage un peu nuancé que vous voyez là. Comme Félix Akoué qui est venu faire connaître son activité, ce sont une quarantaine d'entreprises de matériaux et accessoires de construction qui exposent au Forum international du logement social, économique et standing. Nous faisons du béton prêt à l'emploi et nous faisons aussi du béton préfabriqué. Le béton prêt à l'emploi, c'est destiné à tout le monde, que ce soit entreprise comme particulier. Outre le volet promotionnel qu'elle développe, ces entreprises sont ici pour participer aussi au débat sur le coût élevé des matériaux de construction que brandissent certains promoteurs immobiliers pour justifier le coût exorbitant des logements. Tout dépend des périodes parce que nous, on travaille, si vous voulez, en fonction des cours du marché international.
C'est des coûts mondiaux, c'est pas nous qui décidons volontairement d'augmenter les prix. Sur les brochures, c'est vraiment une belle maison et tout ça. Et vous engagez rapidement. En fin de compte, ça devient un projet. C'est l'argent foutu en l'air parce que déjà quand tu dois déménager dans la maison, tu vas devoir tout refaire de A à Z parce que la maison n'a rien à voir avec celle présentée et le prix, le coût est élevé. Pour parvenir à offrir des maisons de bonne qualité à des prix acceptables aux Ivoiriens, les professionnels du secteur proposent à l'État de suivre le modèle marocain. Quand ils ont lancé leur programme de logement, ils ont créé des entreprises nationales. Ils ont fabriqué le ciment sur place, ils ont fabriqué les carreaux sur place, ils ont fabriqué les portes sur place. Vous voyez, donc c'est tous ces éléments-là. Et si on arrive à créer cette industrie de l'immobilier en Côte d'Ivoire, qui vont contribuer à faire baisser les coûts. Ce forum qui réunit toutes les parties prenantes, à savoir pouvoir public, promoteurs, constructeurs, banques et consommateurs, est donc un cadre idéal pour proposer une solution appropriée afin de permettre à un grand nombre d'Ivoiriens de disposer d'un toit à un coût raisonnable. Restons sur le site du Forum des logements socio-économiques et de haut standing. Une autre problématique tout aussi importante a été développée, le financement des producteurs immobiliers et de prêts accordés aux souscripteurs. Cette fois, c'est un éclairage de Francis Boifo. Dans 18 ans, Pascal ira à la retraite. Ce chauffeur professionnel peine à trouver un toit pour loger ses 3 enfants. Il a souscrit au programme présidentiel de logements sociaux, mais très vite, il a tout abandonné. L'État avait donné 5%. Et à ma grande surprise, je me rends à ma banque, on me fixe un taux de 10%. Le taux était trop, si je prends cet argent, je ne pourrais rien faire. Et je ne pourrais même pas rembourser sur 15 ans. Donc du coup, j'étais obligé d'abandonner. Problème de financement. Les promoteurs immobiliers ne sont pas épargnés. Problème de confiance qui existe entre les banquiers et les promoteurs et entre aussi les promoteurs et les acquéreurs. Mercredi, le financement du programme présidentiel des logements sociaux par les banques était au cœur des échanges. Pour les experts, il faut situer les responsabilités. Le promoteur, il faut qu'il se structure, il faut qu'il maîtrise ses coûts, il faut qu'il soit performant. Parce que si vous êtes performant, si vous avez fait une promotion de 100 logements avec un financement bancaire et que ça a été satisfaisant, si vous voulez faire 1000, la banque est plus à l'aise pour vous accompagner. Mais si vous construisez 2 logements et vous dites que du jour au lendemain, vous voulez faire 10 000, la banque est en droit de se poser des questions quant à votre capacité à pouvoir réaliser ce programme-là. Aussi une plus grande compréhension de la part des banques, parce que je pense qu'en ce qui concerne la structuration des financements, les banques n'ont pas totalement cerné donc, le secteur de l'immobilier. Il y a encore des efforts d'imagination à faire. L'État a un rôle très important à jouer. L'État doit intervenir en ce qui concerne le financement des VRD primaires. Bon nombre de demandeurs de logement qui se sont inscrits sont dans le secteur informel. Pour prendre en compte ces gens qui ont un revenu irrégulier, il faut créer un mécanisme de garantie. Et toute la question, c'est de savoir comment on met en place ce mécanisme de garantie. D'où proviendront les fonds qui vont alimenter donc, ce fonds de garantie-là. Je pense que les réflexions aujourd'hui au niveau de l'État et au niveau des acteurs du secteur doivent partir vers cet aspect-là. Des propositions qui pourraient faciliter désormais l'acquisition des maisons en Côte d'Ivoire. Des images, celles montrant une délégation de la chefferie traditionnelle d'Akouedo qui a présenté des excuses hier au ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement. Un mea culpa qui fait suite aux échauffourées qui ont opposé les jeunes du village d'Akouedo où se trouve la plus grande décharge d'ordures d'Abidjan aux éléments de la police nationale toute la journée du samedi dernier. Durant plusieurs heures, l'accès au site de la décharge avait été bloqué par les barricades posées par les jeunes du village. Cette rencontre a été l'occasion pour la ministre Anne-Désirée Oloto d'appeler les uns et les autres à être plus responsables dans les actes qu'ils posent avant de demander aux jeunes d'Akouedo de tourner le dos à la violence et de ne privilégier que le dialogue. L'UEMOA veut mettre un accent sur le développement local au niveau des frontières des pays membres de l'espace. Un programme de développement transfrontalier est mis en place. Il s'agit de recueillir les préoccupations des populations vivant le long des frontières en mettant à leur disposition des infrastructures adéquates, des infrastructures qui vont réduire l'insécurité et le taux de pauvreté dans ces zones, comme nous le montre notre envoyé spécial à Ouagadougou, Mamadou Kouassi. Faire des frontières de l'espace UEMOA des outils de développement à travers des projets communautaires communs. Des projets qui vont réduire le taux de pauvreté et contribuer également à lutter contre l'insécurité de la sous-région. C'est l'objectif du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, CCT. Et pour réaliser ces projets,
Une étude a été engagée depuis 2014 par la commission de l'UEMOA pour mettre en place un programme de développement des zones frontalières. Aujourd'hui, les préoccupations se sont surtout axées sur les villes les plus importantes. Mais la commission a estimé à partir d'un certain moment que le développement passe par les zones transfrontalières. Or, pour donc développer ces zones, il faut une étude consistante, n'est-ce pas, qui permet d'avoir toutes les données et de pouvoir proposer un programme pilote. 2 années après, l'heure est à la restitution des études. Occasion également de faire des propositions pour sa bonne exécution. Il y a lieu en termes de perspectives pour prévenir ces conflits, améliorer les situations, les conditions de vie économique et sociale des populations. Et cela passe par la mise en place d'équipements et d'infrastructures. Et je crois que ça fait partie de l'une des 4 composantes proposées dans le cadre de ce programme transfrontalier et qui va également en parallèle avec un autre volet, c'est celui de l'économie locale transfrontalière. On sait que ces zones transfrontalières, c'est des espaces qui, du point de vue économique et social, présentent des indicateurs assez catastrophiques en termes de niveau de vie des populations, mais c'est en même temps des zones qui regorgent d'un important potentiel du point de vue économique et leur valorisation pourra se faire si on règle la question de la paix au niveau de ces zones, si on arrive à renforcer le niveau d'équipement et d'infrastructure. Pour les élus locaux de l'espace UEMOA, ces projets vont permettre à leur collectivité de répondre aux besoins des populations des zones frontalières qui n'arrivent toujours pas à bénéficier des actions de développement. La Côte d'Ivoire et le Mali sont séparés par des fleuves de part et d'autre. Si vous voyez la pointe de la Bagoué, nous proposons en tout cas qu'il y ait des ponts pour faciliter la libre circulation, qu'il y ait justement des interventions au niveau sanitaire pour élever le niveau du plateau technique des hôpitaux de part et d'autre de la frontière. Pour la phase pilote de cette étude, qui prend en compte 3 zones frontalières, ce sont environ 112 milliards de francs CFA qui seront mobilisés par l'UEMOA et ses partenaires techniques et financiers pour des projets portant sur la santé, l'éducation, les routes, l'eau potable et l'emploi des jeunes et des femmes. En économie, le Fonds monétaire international est en mission en Côte d'Ivoire depuis vendredi. L'objectif est de passer en revue les grands indicateurs de l'économie ivoirienne pour un nouvel accord économique avec le pays dans le cadre du Plan national de développement 2016-2020. L'éclairage est signé Noël Niagno. Après le programme 2012-2015 avec le FMI, Fonds monétaire international et sa bonne exécution, la Côte d'Ivoire remet le couvert. Depuis ce lundi 27 juin, les travaux pour l'élaboration de ce nouvel accord économique sont lancés. La délégation du fonds, conduite par Dan Guria, et les experts ivoiriens ont 15 jours pour tracer les sillons de cet accord de partenariat économique avec le FMI. En toile de fond, la croissance inclusive. Tenir une croissance forte et inclusive. Les thèmes à discuter ont à faire avec le budget de l'État, la dette, les entreprises publiques, le secteur financier. Comment le rendre plus performant pour venir à l'aide, pour accroître l'inclusion financière. Pour l'heure, la partie ivoirienne est revenue sur les acquis du programme 2012-2015 et c'est bien fait pour l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire a enregistré de bonnes performances économiques avec un taux de croissance annuel moyen de 9%. Sur la période 2012-2015, dans un contexte d'inflation, de déficit budgétaire et d'endettement maîtrisé. En outre, plusieurs réformes structurelles et sectorielles ont été menées avec succès dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement 2012-2015. C'est ce succès qui motive certainement la volonté du gouvernement ivoirien à signer un nouvel accord économique avec le Fonds monétaire international à l'effet de réaliser son plan de développement national 2016-2020 évalué à plus de 30 000 milliards de francs CFA. Le Japon, disposé à appuyer la Côte d'Ivoire, la coopération concerne pas mal de secteurs dont la santé. Le pays du soleil levant vient de rénover totalement des unités d'urgence et blocs néonatal au CHU de Treichville. Ces 2 structures ont été officiellement remises au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, par l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Ce sont environ 46 millions de francs CFA que le pays a injectés dans la réhabilitation de ces 2 infrastructures sanitaires.
Des unités d'urgence et du bloc néonatal totalement rénovés par le Japon, ce qui va permettre aux enfants de recevoir des soins de qualité au CHU de Treichville. Ces 2 unités ont été officiellement remises au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, par l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Kawamura Hiroshi a notifié que son pays accorde une grande importance au domaine de la santé et qu'il a l'intention d'y intensifier son soutien. Ce don d'un montant de près de 46 millions de francs CFA permettra à plus de 2 millions d'enfants d'Abidjan et de périphérie de recevoir, en cas de besoin, des soins intensifs et d'urgence. Et grâce à l'accroissement de la superficie du bâtiment et du service de pédiatrie, la qualité du service sanitaire est améliorée au profit des enfants porteurs de l'avenir du pays. C'est ce type d'action menée qui marque que la collaboration entre le Japon et la Côte d'Ivoire se passe très bien. Cette collaboration est en bonne santé. Il y a une équipe qui se bat jour et nuit pour sauver des vies, sauver la vie de nos bébés. Et ces bébés-là, comme je le dis toujours, ont droit à la vie. Et vous venez de leur donner ce matin une chance de survie. Après cette réhabilitation, le Japon envisage aussi équiper les unités d'urgence et du bloc néonatal. Ce sont environ 46 millions de francs CFA que le Japon a injectés dans les réhabilitations des 2 structures du CHU de Treichville. Intéressons-nous maintenant au secteur du transport dans lequel le Burkina Faso s'inspire du modèle ivoirien, un sujet que nous proposent Sephora Zegui et Herman Guivet. Venue du Burkina Faso, cette délégation d'experts vient s'enquérir de l'expérience ivoirienne en matière de transport routier. Elle a effectué une visite guidée dans les locaux du centre de gestion intégré des opérations de transport routier. Ces experts burkinabés entendent s'inspirer de l'exemple ivoirien pour rendre plus rationnelles et efficaces les opérations de délivrance des documents et titres de transport dans leur pays. Le Burkina Faso est en phase de mettre en place un pareil projet. Et il importait que nous soyons là pour partager cette expérience. Ce qui est déjà remarquable, c'est le cadre de travail. À première vue, c'est ce qui s'offre à nous. Alors nous étions sûrs déjà en venant que nous aurions quelque chose de positif à recueillir. Il s'agira pour mieux de mettre en place les meilleures conditions qui soient pour réussir le processus de réforme donc, des titres de transport que je disais nous voulons implémenter au Burkina Faso. Ibrahima Koné, directeur général du centre de gestion intégré, se réjouit de cette visite. C'est avec joie que nous recevons la délégation du Burkina Faso. C'est vraiment l'aspect d'intégration, mais surtout de modernisation, d'innovation qui est en marche en Côte d'Ivoire en matière d'édition des titres de transport qui les a le plus impressionnés. Le centre de gestion intégré, fruit de la réforme initiée par le ministre des Transports, Gaoussou Touré, compte aujourd'hui 26 centres de proximité et 600 terminaux répartis sur toute l'étendue du territoire national, faisant ainsi de ce système un outil de gestion efficace pour la mise en place d'une meilleure politique de sécurité routière. De l'actualité politique, la présidente de l'URD, l'Union républicaine pour la démocratie, Danielle Boni-Claverie, était face à la presse nationale et internationale. L'objectif de cette conférence de presse, donner la position de l'URD sur le projet de la constitution ivoirienne. On retrouve Herman Guivet. La présidente de l'URD, l'Union républicaine pour la démocratie, Danielle Boni-Claverie, face aux journalistes pour une conférence de presse dont l'intérêt porte sur la position de l'URD concernant le projet de révision de la constitution ivoirienne. Le 7 juin dernier, tous les partis politiques d'opposition étaient conviés au palais présidentiel pour des concertations sur cet éventuel projet de révision de la constitution. Sur la question, voici la position de l'URD. Pour l'URD, nous disons non, il faut qu'on discute et puis évidemment on arrivera à un consensus. Nous ne sommes pas contre la réforme constitutionnelle, mais nous voulons que nous prenions le temps de nous organiser, le temps que les conditions de ce rassemblement autour d'un projet commun puissent véritablement être en place. Pour la présidente de l'URD, Danielle Boni-Claverie, le recul de la pauvreté, la lutte contre la cherté de la vie passe en priorité.
À l'étranger, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé aujourd'hui l'envoi de 2500 casques bleus supplémentaires pour assurer le maintien de la paix au Mali, pays touché récemment par une série d'attaques de groupes terroristes. Le projet de résolution présenté par la France et visant à renforcer les effectifs de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a obtenu l'approbation des 15 pays siégeant au Conseil de sécurité. On termine en France où le gouvernement a avancé des pistes d'assouplissement de la loi travail alors que Manuel Valls et Myriam El Khomri mènent aujourd'hui et demain une série de rencontres bilatérales avec les syndicats et les organisations patronales. Si l'article 2 ne fait pas l'objet de compromis, le gouvernement va proposer de revoir l'article 13 du projet de loi qui porte sur le rôle des branches. Il est 20h30, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI1.